Le changement climatique est devenu une préoccupation mondiale, en particulier pour les agriculteurs africains qui luttent pour faire face à l'évolution des températures et des précipitations, à l'augmentation des sécheresses et des risques d'inondation. D'après un rapport de l'ONU, le nombre de personnes touchées par la faim dans le monde a augmenté pour atteindre jusqu'à 828 millions en 2021. Quels sont les enjeux de sécurité alimentaire liés au changement climatique? C'est la thématique de cette édition de l'Africa Newsroom avec, à mes côtés, Carla Louise Mousset, coordinatrice scientifique à l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Robert. Walter Oliveira, chef d'équipe Résilience FAO Afrique centrale. Le FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Bienvenue sur ce plateau. Merci Robert. Alors que la population mondiale devrait passer de 7,7 à 9,7 milliards en 2050, plus de la moitié de la croissance démographique planétaire d'ici à 2050 devrait se produire en Afrique, selon l'ONU. Comment toute cette population va-t-elle être nourrie? Très bonne question, on se pose cette question plusieurs fois. Pour compléter, en Afrique, la population va passer de 1,4 milliard d'ici à 2500 à 2,5 milliards. Donc ça va presque doubler en Afrique, dans le continent africain. Alors comment nourrir cette population? C'est sûr qu'on doit produire de plus avec moins, parce que les capacités, les possibilités de production ils sont limitées. Dernièrement, on a vu que le changement climatique a affecté beaucoup, très beaucoup, la disponibilité d'eau, de terre pour les cultivations. Donc, on doit produire de plus avec moins. On travaille avec tous les gouvernements pour implémenter, ça y est, faire des pilotes sur des pratiques de production qui demandent beaucoup moins, même des terres, d'eau, des engrais pour atteindre la nécessité du produit et surtout produire d'une façon que la production est accessible à la population. Comment y arriver, Madame Carla Louise Mousset? On a l'impression d'être pris entre deux feux. Il faut produire pour nourrir les populations et en même temps, on tire l'alarme sur les forêts qui deviennent rares et qui sont très importantes. Comment est-ce qu'on fait? Quelle est la formule? Alors nous avons une formule qui a montré ses preuves déjà. C'est le développement durable, l'exploitation durable en fait des ressources. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a l'alarme qu'il ne faut pas déforester, par exemple, pour cultiver. En Afrique, il faut apprendre de ce qui s'est passé ailleurs, tel qu'en Occident, par exemple. Les forêts ont été décimées pour le développement. Nous, en Afrique, on devrait apprendre en fait de cela. En produisant, c'est vrai, en développant, mais de manière durable. Le développement durable, en fait, est la solution. C'est-à-dire qu'on exploite en pensant à demain. Mais certains pensent que c'est un jeu de dupes. On est dans un continent hyper riche qui doit sa richesse à la déforestation, entre autres. Et de l'autre côté, M. Walter, un continent totalement vierge encore, mais si pauvre et qui souhaite se développer aussi. Et on dit stop, vous n'avez pas droit. Comment on fait? Ouais. Moi, je viens du Brésil, donc on est passé, en disant, dans plus ou moins les mêmes étapes. Je pense qu'il faut beaucoup, la volonté politique, c'est très important pour développer un pays. Donc, on a ici en Afrique, je travaille ici depuis plus de quelques années, et je vois que la capacité technique, plus ou moins, elle est là. La capacité de production, la disponibilité de terre pour la production, elle est là. La volonté, elle est là. Mais il faut quand même beaucoup de volonté politique. Parce que sinon, j'ai dit toujours, quand je me retrouve avec les paysans, les agriculteurs, on peut vous aider, on peut vous donner des suggestions techniques. C'est notre travail de l'FAO de donner des suggestions techniques, mais c'est à vous d'apprendre ça. Donc si vous n'avez pas la volonté ou que c'est quelqu'un
de votre pays n'a pas la volonté politique de continuer de pousser ça, notre travail ne va pas y aller de l'avant. Donc, ça dépend beaucoup. Nous, on est là pour fournir l'assistance technique. On a plusieurs, même les institutions financières sont là pour donner l'appui financier, mais ça doit partir toujours du pays. Madame Louise Mousset, vous appartenez à un pays qui est immensément riche de par sa biodiversité. Le Gabon, c'est 88% de couvert végétal. La question à M. Walter, je vous la repose. N'est-ce pas un jeu de dupes? Votre forêt, elle est vierge. Elle pourrait faire du Gabon le premier pays exportateur d'huile de palme, de caoutchouc, etc. Mais on vous dit non, vous pourriez bénéficier seulement de la formule carbone qui pallie à cette déforestation potentielle. Est-ce que vous, en tant que Gabonaise, vous acceptez ce deal? Alors, il faut dire en fait que on ne vit pas tout seul dans son coin, dans le monde. Le Gabon fait partie du vaste univers avec le continent africain dans lequel il est et qui interagit avec plusieurs autres continents. Peut-être avant, on pouvait évoluer en solitaire, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, on ne peut plus continuer comme ça. La volonté du Gabon en fait de préserver son environnement ne vient pas du fait seulement des pressions au niveau international, mais c'est d'abord une volonté nationale de l'État gabonais, du gouvernement gabonais, de préserver cet environnement-là, qui est important pour les Gabonais, parce qu'il faut dire que lorsque la forêt est protégée, lorsque le carbone est stocké par cette forêt-là, ce sont les Gabonais d'abord qui respirent cet air pur, avant que la terre entière bénéficie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une inadéquation entre les contributions financières de ces pays-là qui polluent. Donc ces pays-là, on a ces continents qui polluent énormément et on a l'Afrique qui pollue moins. Et on a une faible contribution en fait de ces continents qui polluent au niveau de l'Afrique. Donc nous, on veut préserver notre environnement, d'abord pour nous, mais également, puisqu'on interagit, on ne vit plus seul aujourd'hui, pour la planète. Mais c'est clair que le monde doit comprendre qu'il doit aider ces pays-là qui acceptent encore de préserver l'environnement, en fait. Restons au Gabon, Madame Carla Louise Mousset. Le règne animal, je rappelle que vous êtes coordinatrice scientifique à l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon. Le règne animal pour lequel vous êtes si investi est malheureusement au menu du repas de beaucoup d'humains, les espèces protégées n'étant pas épargnées. Que répondez-vous à ces populations qui disent qu'elles n'ont pas le choix ? Alors lorsque j'entends ce genre de justification, on n'a pas le choix, il faut tuer, je comprends en fait que les personnes ne sont pas informées. Vous savez, le début, on va dire, de la destruction même des ressources naturelles passe le plus souvent par le fait que les gens ne sont pas informés en fait des conséquences qu'il y a avec cela. C'est-à-dire que si vous, chez vous, il y a de la mangrove qui va lutter contre, on va dire, l'avancée des eaux, par exemple, derrière votre maison, si vous êtes au bord de la plage, si vous le saviez, vous n'allez pas couper cette mangrove. Mais on a des personnes qui coupent toute la mangrove en fait et après qui se retrouvent inondées et qui se posent des questions. Et donc moi, à ces personnes-là, en fait, je vais préparer une stratégie en commençant par leur donner l'information. Parce que lorsque les personnes sont informées, alors le changement peut commencer. Par exemple, je vais vous prendre le cas d'une espèce qui a fait l'écho ces derniers temps, les espèces de pangolins, voilà, qui ont été soupçonnées être à l'origine, en fait, être vecteurs du coronavirus qui a décimé, on va dire, l'économie mondiale. Les pangolins, en fait, sont des espèces qui ont un taux de reproduction tellement faible. Mais ce sont également des espèces que l'on retrouve en Afrique et en Asie, mais qui sont très prisées pour leur goût en Afrique comme en Asie. Et donc, à cause de cette grande demande pour la consommation des pangolins, on a vu les populations de pangolins être décimées. Mais lorsque moi je vais au milieu rural, j'explique aux gens qu'il faut arrêter de prélever les pangolins parce qu'on a un prélèvement énorme avec un taux de reconstitution faible. Ils me disent, mais non, nos grands-parents ont toujours consommé les pangolins, on va continuer à le faire. Et moi je leur explique, une mère pangolin met en moyenne un petit par an.
Si on prélève 1 million de pangolins, comme une étude l'a montré qu'en Afrique centrale, on va consommer plus d'1 million de pangolins par an. Donc s'il y a 1 million de pangolins qui est prélevé dans la nature par an avec un taux de reproduction très très faible, comment on va faire pour reconstituer cette population-là et pour que nos petits-enfants après mangent? Et là, les yeux, on va dire, s'écarquillent. Et ils comprennent que, ah ouais, vous avez raison. Donc il faut informer, il faut expliquer aux gens l'impact de leurs actes. Et à partir de ce moment, ils peuvent commencer à changer. Walter, face au risque croissant de la famine dans la Corne de l'Afrique, en raison de conditions de sécheresse sévères et prolongées, l'Organisation des Nations Unies, pour laquelle vous travaillez, a lancé en juin 2022 la somme de 172 millions de dollars pour aider à éviter la famine. Qu'est-ce qui accroît cette insécurité alimentaire dans cette partie du continent, d'après vous? Oui, cette somme a beaucoup augmenté depuis juin. Parce qu'on parle ici de Corne d'Afrique, mais on a une situation d'insécurité alimentaire, même en Afrique centrale, au Tchad, au nord du Cameroun, toute la partie sahélienne. On a le Sud-Soudan qui fait partie de Corne. Mais... Alors, on a des facteurs internes et des facteurs externes. Les facteurs internes sont liés surtout à la manque de prévisibilité de ce qui peut venir en termes de calamité naturelle. Parce qu'on a des méthodes, des systèmes de prévoir, qu'on appelle ça un système d'alerte précoce. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont adopté ce système. Donc ça peut aider à réduire, pas éliminer, mais à réduire l'impact de plusieurs effets climatiques qu'on a. Des autres facteurs externes, on a maintenant, comme a parlé Mme Carla, le Covid, qui a décimé un peu, a bloqué toute l'économie de plusieurs pays et surtout l'impact était très fort ici en Afrique, pas en termes de nombre de personnes affectées, mais en termes de commerce, de vraiment fort ici. Et dernièrement, on a la guerre en Ukraine qui a montré que notre système, ils sont très liés, très dépendants. Donc, le facteur interne, on n'a pas beaucoup investi dans la production locale, sur la production pour les marchés locaux. C'est très important parce que le marché local, c'est 1,4 milliard de personnes. Ils font partie du marché local. Ils ne sont pas en Europe, aux États-Unis, en Russie. Donc, il faut les nourrir. C'est un marché. Il faut investir pour le marché local. Pensez, oui, à l'export, mais oui, surtout au marché local. Donc, c'est une question de planification. Ça, c'est interne. Et bien sûr, il faut améliorer les conditions de production, la capacité des agriculteurs de produire. Et avec les facteurs externes, on ne peut pas beaucoup faire parce que ça arrive comme ça. Mais on est préparé internement avec des stratégies pour faire face à ce choc. On est mieux placé pour affronter les facteurs externes. Africa Newsroom prend une petite pause, on se retrouve juste après. Vous regardez Africa Newsroom, votre émission de débat sur Africa 24. Au menu de cette édition, le changement climatique est devenu très critique, en particulier pour les agriculteurs africains. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Carla Moussé-Louise, coordinatrice scientifique à l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon. Merci d'être resté en plateau pour cette deuxième partie. C'est moi qui vous remercie, Robert. Et à nos côtés, toujours en plateau, Walter Oliveira. Il est chef d'équipe Résilience FAO Afrique centrale. On va ouvrir cette deuxième partie avec vous, Madame Louise Moussé. Quel rôle le secteur privé doit-il jouer dans la promotion des chaînes d'approvisionnement agricoles durables? Parce qu'on a l'impression que tout est centralisé, hyper centralisé même sur le continent africain. Alors, il faut dire que le secteur public, c'est-à-dire les gouvernements, ne peuvent pas tout faire. C'est clair, on a besoin d'investisseurs et
un pays sans secteur privé actif ne peut pas vraiment avancer. Mais le problème avec l'action du secteur privé, c'est qu'il faut un cadre institutionnel en fait favorable à leurs activités. Donc il faut un cadre institutionnel attractif pour les emmener à investir. Il faut qu'ils sentent qu'il y a du profit et alors là, ils vont arriver, ils vont pouvoir investir. Donc le secteur privé agit souvent à travers des innovations, en fait, à la recherche des solutions en fonction des besoins. Et à partir de ce moment, lorsque le besoin est identifié, les solutions vont être trouvées et c'est un marché en fait qui se crée. Donc le secteur privé, je pense en Afrique, c'est l'avenir. Ils doivent s'intégrer. Nous, aujourd'hui, en conservation de la biodiversité, davantage le secteur privé, en fait, s'intègre, mais vraiment davantage. C'est-à-dire qu'on va avoir même des sociétés qui vont faire dans la transformation de l'énergie, mais qui sont d'accord pour financer des projets de conservation de la biodiversité, parce qu'ils sont conscients que si cet environnement est détruit, leur business ne pourra pas continuer. Monsieur Walter Oliveira, vous qui êtes originaire du Brésil et donc de l'Amazonie, premier poumon de la planète, comment est-ce que le Brésil met-il le privé à contribution pour sauvegarder le climat? Oui, c'est intéressant parce qu'on est parti de l'idée que l'État doit créer les conditions pour le secteur privé arriver et investir. On parle de l'agriculture. Donc l'agriculture, chaque production, c'est un chaîne de valeur. On a plusieurs étapes. On a la production, on a la récolte, la transformation, le packaging, la commercialisation. Et là, il faut créer les conditions parce que le secteur privé fait partie de la chaîne de valeur et il va bien sûr faire des investissements avec un return parce que sinon ils ne vont pas être intéressés, c'est bien sûr. Et ça, c'est marché comme ça. Au dehors, autour, disons, de l'Amazonie, surtout la question de l'Amazonie maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais autour de la région de l'Amazonie, la stratégie du gouvernement, c'était de favoriser, de créer les conditions pour convaincre le secteur privé à participer dans les chaînes de valeur agricoles et en même temps d'intégrer les agriculteurs, surtout les petits et moyens agriculteurs, dans les chaînes de valeur. Comme ça, on a un avantage réciproque pour tous les deux. Et ça marchait quand même très bien. Et je pense qu'ici, en Afrique, on a tout ce qu'il faut pour implémenter une approche comme ça. Tout ce qu'il faut, comme le dit Walter, le coronavirus qui a mis à l'épreuve l'Afrique, notamment votre pays, le Gabon, qui compte parmi ceux qui ont le plus durci les mesures barrières, le confinement entre autres. On a vu l'ingéniosité des jeunes qui ont fait preuve de créativité. Il y en a également des initiatives dans le cas du climat. Comment est-ce que ces jeunes-là peuvent être mis à contribution? Jeunes, qui dit jeunes, dit aussi secteur privé d'une autre manière, les jeunes et les femmes même, pour essayer d'apporter leur plus. Effectivement, en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire. Au Gabon, par exemple, effectivement, l'Afrique, en fait, ou alors, si je prends le cas du Gabon, le Gabon, comme vous l'aviez dit au début de l'émission, c'est 88% du territoire couvert de forêt. Donc, on a un territoire qui est là, qui est vierge et qui peut apporter beaucoup de solutions en ce qui concerne, par exemple, la recherche de l'autosuffisance alimentaire à travers l'agriculture. Mais comme je l'ai dit au début, on ne va pas faire comme on a vu ailleurs, où on a aujourd'hui des conséquences assez néfastes, l'agriculture durable. Et donc, les jeunes sont l'avenir en fait de demain. Ils pensent, ils réfléchissent beaucoup, ils sont assez ingénieux et ces jeunes-là peuvent être formés à cette agriculture durable de demain. Comme M. Walter venait de le dire, il y a toute une chaîne de valeur et tout au long de la chaîne de valeur, il y a des ressources on va dire, économiques qui peuvent être créées à travers les innovations. Et la jeunesse, on va dire, est le bastion même de l'innovation.
Alors, Walter, il y a une question sur le financement qui revient à chaque fois. 1,4 milliard de personnes, vous avez évoqué le chiffre plus haut d'entame. Le continent africain qui, après l'Amazonie, d'où vous venez, le deuxième poumon, donc le deuxième gardien de la planète, paye le prix fort. Comment est-ce que la question du financement peut, une fois pour toutes, être réglée? On a parlé de ça hier dans un panel sur la question du financement. Parce qu'on sait que l'Afrique, comme continent, le continent plus touché par les changements climatiques, mais en même temps, c'est le pays qui prend moins en termes de pourcentage de financement climatique. Je pense que c'est 12%, 2%, 2-3%, c'est vraiment peu. La COP 27 qui va se passer à Sharm el-Sheikh, c'est le moment pour que le gouvernement et tous les pays africains poussent et forcent les institutions internationales à investir de plus dans chaque pays. Et chaque pays en Afrique, il a son plan d'adaptation, son plan de développement et tout ça. Donc, il faut vraiment profiter de cette occasion au Égypte pour demander, exiger plus d'investissements. Il faut parler de plus avec le Fonds vert du climat, le GEF, le Fonds d'adaptation. Ce sont tous les plus grandes institutions qui apportent des financements liés au changement climatique. Donc, c'est le moment et je pense que l'Afrique a une occasion qu'elle ne peut pas absolument perdre. C'est unique. Calamus Mousset, apparemment le Gabon s'inscrit dans une logique de partenariat et non de celui qui est assisté. Quelle est la stratégie africaine et donc du Gabon pour une meilleure adaptation des États au changement climatique dans la perspective d'une sécurité alimentaire cruciale? Alors, il faut dire que le Gabon se trouve au niveau du bassin du Congo, voilà. Et le bassin du Congo, en fait, après celui de l'Amazonie, comme l'a dit Walter Toutenant, je pense que c'est vous, Robert, qui l'aviez dit tout à l'heure, est le deuxième poumon de la Terre. En termes de captation, je peux dire ça comme ça, du carbone. Mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a des études, je ne sais pas, Walter pourrait le confirmer, mais il y a des études qui montrent que l'Amazonie rejette plus de carbone qu'elle n'en stocke aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire que le bassin du Congo est en train de devenir le premier poumon, en fait, pour capter le carbone qui est déversé dans l'environnement chaque fois. Et fort de cela, le Gabon se fait, on va dire, le porte-voix de cette région de la Terre, mais qui travaille pour toute la planète, pour capitaliser les efforts, que ce soit au niveau régional en Afrique, mais également au niveau international, en fait, afin d'ouvrir, je veux dire, les consciences qu'il faut investir dans cet environnement-là pour le conserver. Et donc, je pense que ça, vous l'avez entendu, on a le gouvernement gabonais qui se bat auprès des instances internationales pour bénéficier en fait de tout ce carbone à travers les crédits carbone, tout ce carbone donc qui est stocké. Voilà. Si ça marche pour le Gabon, ça marchera pour tout le monde. Voilà, donc je pense que les discussions sont sur la bonne voie et comme l'a dit Walter tout à l'heure, la COP27 c'est le moment de faire la pression et je pense qu'on va y arriver. On va y arriver peut-être avec la contribution des femmes, Walter, Olivera, considérant le rôle central que ces derniers jouent en Afrique, que ce soit pour le bien-être des ménages, pour l'éducation des enfants, la forte contribution au travail agricole et aux dépenses quotidiennes. Quel lien pouvons-nous faire entre genre et résilience? Ouais, donc, le genre, c'est un thème transversal dans toutes les activités que nous promouvons comme FAO et les Nations Unies en général. On a vu que dans tous les pays, quand on parle, quand on travaille, on propose, on suggère des activités pour combler la question de la sécurité alimentaire ou pour faire face au changement climatique, sont les
les femmes, les ménages avec, où les femmes sont en charge, donnent la meilleure réponse. C'est pas moi, c'est un fact. On a des données, des informations spécifiques. Donc, dans toutes les activités qu'on fait, le genre, c'est obligatoire. On doit même arriver au moins aux 50% de tous les bénéficiaires qui doivent être femmes et jeunes. On inclut quand même les jeunes parce que c'est très important. Et c'est tout, les activités qu'on fait sont liées à le ménage avec une femme en tête. On a vu, je viens de rentrer du nord du Cameroun, et là, le résultat, on a implémenté des activités pour l'irrigation, on a fait des forages. Le regroupement avec des femmes, ils ont vraiment fait des trucs incroyables. Ils ont produit, ils ont commencé à vendre. Alors que les autres, ils ont, oui, produit, mais pas aussi bien comme les femmes. Donc, le mot de fin, je vous dis le mot de femme, et ça rime, c'est tant mieux. Le mot de fin, ce sera avec vous. En tant que femme, il est prouvé par des experts que la femme est toujours en retrait, que ce soit des décisions, que ce soit des mesures prises pour ce climat-là. Comment est-ce que vous, en tant que femme, vous pourriez conseiller les gouvernements africains à mieux mettre la femme au centre des préoccupations pour qu'elle subisse moins? Alors, le Gabon pourrait être un exemple. Au Gabon, on a ce qu'on a appelé la décennie de la femme, en fait, qui est une initiative prise par le gouvernement pour mettre en avant la femme. Et cette femme qui est mise en avant, elle n'est pas mise en avant toute seule, elle est accompagnée, elle est formée pour arriver à son autonomisation. Lorsque la femme est autonome, elle peut parler. Elle n'a pas peur de parler, elle n'a pas peur de donner, on va dire, son point de vue, parce qu'elle est autonome. Et en fait, elle n'a pas peur de répercussions. Donc, pour moi, la solution serait vraiment de mettre tous les moyens possibles sur l'autonomisation de la femme. Alors, c'est sur ces mots de Carla Louise Mousset, coordinatrice scientifique à l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon, que cette émission prend fin. Il y avait en face d'elle Walter Oliveira, chef d'équipe Résilience FAO Afrique centrale. Le FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et restez en compagnie des éditions d'information et de magazines sur Africa 24.